Wow, what a day today, Enrique. Dave, bonjour. Bonjour, Ça va? Pardon, excusez-moi, j'ai oublié qu'on va faire ça en français à nouveau. Oui, on fait ça en français maintenant. On est non pas bilingue, on est trilingue, quadrilingue. Oui, c'est vrai, mais bon. J'attends les jours qu'on va faire ça en polonais. Là, ça va être top. Ça arrivera, tout arrivera. Bon, mais merci beaucoup pour être ici, tout le monde. On se fera une deuxième entretien en français parce que notre invité vient de la France aussi. Et comme je suis politesse, on va le faire en français, bien sûr, pour tous les francophones. Les sous-titres sont disponibles. Le fera le petit débrief en anglais comme toujours. Donc, on introduit notre invité, Peter, ou tu veux ajouter quelque chose de plus? Go! C'est pour lui, hein? Voilà, donc préparez-vous. On vous présente Giacomo. Bonjour. Bonjour Emmanuel, Emmanuel. comment ça va? Bonjour Enrique et Piotr. Ça fait plaisir de te voir avec nous. Et notre objectif, c'est comme d'habitude. Moi, je cherche d'argent. Cette saison, moi, je voudrais vraiment savoir où se trouve les d'argent dans le BIM parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de clients qui nous demandent et on cherche, moi, je cherche ROI, retour sur investissement. Excusez-moi, je mélange les langues. Mais bon, j'ai toujours pas trouvé. Hein. Ça, Enrique, elle essaye de me convaincre dans chaque interview, mais on n'arrive pas. On va essayer de changer Ça ira ça. parce que Ouais. ça ira parce qu'Emmanuel a une grande expérience dans le développement et l'implémentation du GME chez Autodesk, donc ça va être vraiment intéressant pour l'écouter. Super. Bon, on commence l'entretien. Je vais mettre de la présentation, comme je vous ai dit. Bienvenue au café. L'entretien avec Manuel Di Giacomo. On commence comme on fait toujours par une petite présentation de Manuel. Et ça, je vais vous donner la parole, Manuel, pour vous présenter vous-même. Je pense que ça va être le plus intéressant. Vous vous connaissez mieux que vous. Donc, voici, prenez la parole. D'accord, super. Alors encore une fois, merci beaucoup Enrique et Piotr pour cette invitation. Pour faire une petite parenthèse rapide par rapport à ce que Piotr disait, le retour sur investissement, etc. C'est vrai qu'on a tendance à voir le BIM comme une dépense. C'est ce que certains professionnels voient en tout premier. Mais c'est vrai qu'il faut plutôt voir le retour sur investissement, ce que ça nous rapporte, les économies qu'on est capable de faire et l'efficacité qu'on est capable d'obtenir et les services qu'on est capable de proposer en passant sur ce type de nouveau processus. Alors effectivement, donc je m'appelle donc Emmanuel Di Giacomo. Je suis en charge du développement des écosystèmes BIM chez Autodesk pour l'Europe. En gros, parce que c'est vrai que en charge des écosystèmes, parfois ça peut paraître un peu mystérieux pour certaines personnes. En gros, je m'assure que l'ensemble du secteur du BTP adopte en fait la révolution du numérique et du BIM. Et cela, je le fais depuis un peu plus de 30 ans. Même avant d'arriver chez Autodesk, j'étais déjà convaincu que le passage au numérique et à la 3D, puisqu'à l'époque on ne parlait pas de BIM, que le passage à la 3D au numérique est d'une part une évidence et une nécessité. Et en parallèle, je pense qu'on parlera aussi un peu de mes passions extérieures qui datent aussi d'il y a très très longtemps, qui datent d'il y a plus de 38 ans. Bon, ça fait beaucoup quand on y pense. Je suis un passionné d'illustration, de graphisme et de conception. Et je suis aussi, pour ceux qui le savent peut-être, créateur d'une ville utopique complètement digitale qui s'appelle Revit Utopic City. J'expliquerai après, lors de notre échange, la raison en fait de la création de cette ville utopique, et aussi d'un blog qui a beaucoup de succès en France et ailleurs dans le monde, parce qu'il est lu un peu partout, aux États-Unis, en Afrique du Nord, en Espagne, en Italie, etc. Donc abcdblog.fr. Voilà. Magnifique. Super.
Donc, comme vous voyez, cet entretien, ça va un peu par le côté des beaux-arts, parce que Manuel est architecte, pardon, et passionné d'illustration. Donc, on va parler comment est-ce qu'on peut faire de la beauté graphique avec du BIM, parce que ça, c'est intéressant. Du côté de la visualisation, vous vous souvenez, on parle toujours comme BIM, c'est visualisation, géométrie et données, et l'information, donc il y a deux côtés différents. On va se centrer aujourd'hui plus dans le côté de la visualisation, parce qu'il connaît plus dans sa passion. Et on parlera de comme l'évolution du BIM depuis les petits croquis et ces sketchs qu'on faisait dans la Renaissance, tout ça, il va nous raconter à cause de ça, et jusqu'à qu'il arrive au dessin numérique et la 3D dans le BIM. Donc, ça, c'est le côté plus de beaux-arts, de graphique. Et après, on ira chez le terrain de Piotr et on cherchera un peu l'argent dans le côté business. C'est le rôle qui est Manuel A dans Autodesk, chez Autodesk pour implémenter les solutions BIM. Lui, on va donner cette petite introduction. C'est lui, il est la personne responsable d'installer et de mettre Revit dans le marché français. Donc, beaucoup de personnes, on doit le remercier, surtout en France. Donc, on parlera de ça dans la deuxième partie de l'entretien. Donc, comme je viens de dire, on commencera un peu de l'histoire de graphisme, de 3D jusqu'au BIM. J'ai appelé ça de la 3D au BIM, et c'est ça qu'on va faire avec Emmanuel, comment est-ce qu'on fait le petit dessin qu'on faisait à main jusqu'à le dessin de la 3D. Merci Enrique. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors d'une part parce que je suis architecte de formation, comme tu le disais Enrique, et j'ai toujours été convaincu que finalement l'analogique et le numérique devaient cohabiter. C'est-à-dire que imaginez, je pense que demain on concevra totalement dès le début en numérique. Je pense que c'est un peu une utopie, et je pense on a besoin de transition douce et de chemin de traverse. Je pense que le processus de savoir-faire analogique qui inclut les croquis qu'on peut faire sur un bout de papier, ou quand on va au restaurant sur un bout de nappe en papier, etc. Les idées qui nous traversent la tête, on a besoin quand on est concepteur, hein, d'ailleurs pas uniquement que les architectes, mais les ingénieurs aussi, on a besoin à un moment de les poser rapidement pour en garder une trace. Et il est indispensable, quand on modélise numériquement, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs aux étudiants que je peux rencontrer lors d'ateliers ou de workshops que je mène dans les écoles d'architecture ou d'ingénierie. Il faut d'abord avoir, je pense, une maîtrise et une compréhension, comment dire, de la théorie de la représentation et des modes de représentation, on va dire, classiques, que ce soit le croquis ou une perspective montée ou la géométrie descriptive, hein, qu'on apprend dans les premières années d'école, hein, que ce soit les écoles d'architecture ou d'ingénieur. On apprend l'intersection des volumes, etc., la représentation classique géométrale. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile si on n'a pas eu finalement l'apprentissage de toutes ces bases. C'est beaucoup plus difficile d'être, on va dire, talentueux et d'exprimer totalement son talent, sa créativité, son ingéniosité, si on n'est pas passé par là. Et je rajouterais que finalement, l'approche numérique et l'accès au numérique, c'est vraiment une révolution qu'on pourrait comparer à la révolution qui s'est passée au moment de la Renaissance italienne, où on est passé d'une représentation en 2D et demi ou en axonométrie parfois un peu maladroite, hein, à finalement cette perspective montée qu'avait inventé Filippo Brunelleschi, et qui était très importante et qui a changé les relations entre les professionnels, hein, entre les architectes par exemple et les constructeurs. Et ça constituait aussi quelque chose de très pragmatique et rationnel, c'est-à-dire un instrument de calcul et un moyen de reproduction rationnel des bâtiments, ce qu'on peut retrouver finalement avec le BIM maintenant, puisque le BIM, on passe d'une approche, on va dire,
à l'expérience, c'est-à-dire un architecte va dire ah ben je sais que pour faire tel type de projet ou tel type de rénovation, c'est tant d'euros du mètre carré, etc. Les ratios. Alors qu'avec le BIM, on va être capable de faire des simulations, etc. et de s'appuyer sur les données qui se trouvent dans les maquettes pour faire quelque chose de véritablement rationnel. Et d'un point de vue représentation aussi, on sait que le BIM et notamment des outils paramétriques comme Revit ont apporté cette précision, cette rationalité, cet automatisme qu'on n'avait pas dans les outils CAO, CAD en langage anglo-saxon. Et ça a permis de mettre en évidence, comme finalement la perspective l'a fait à son époque, les lignes de force de l'architecture, les colonnades, etc. Et là, on trouve une vraie logique dans l'utilisation des outils BIM. On a une cohérence entre toutes les vues, etc. Et la perspective montée, c'était aussi un passage finalement d'une représentation, on va dire, artistique à quelque chose de beaucoup plus géométrique, mathématique et maîtrisé. D'où l'importance, et c'est quelque chose, c'est un fil rouge que j'ai toujours voulu garder, si vous voulez, et qui est intéressant dans le sens où, par exemple, les architectes sont souvent apeurés, ils disent ah mais ils ont peur du passage au BIM parce qu'ils se disent je vais perdre ma créativité, je vais être dépendant des outils qui sont rigides, etc. Et on verra dans les diapositives qui vont suivre que ce n'est pas du tout vrai et qu'on peut tout à fait rester créatif, justement en trouvant le juste équilibre entre l'utilisation du numérique, d'outils avancés tels que le BIM et finalement notre pratique traditionnelle. Il faut garder à l'esprit que le métier, par exemple, d'architecte de concepteur, c'est un métier qui combine pas mal de matières et de savoirs, hein, la sociologie, l'environnement, l'architecture, la structure, etc. Et on a un métier de chef d'orchestre et la représentation, c'est aussi quelque chose qui est important et qu'il faut maîtriser, quelles que soient les techniques utilisées. Et je finirai là, mon propos là-dessus sur un courrier intéressant qui avait été échangé entre Viollet-le-Duc et Monsieur de Vitet, qui était un maître d'ouvrage de l'époque de Viollet-le-Duc, qui avait entre autres restauré Notre-Dame de Paris. Et en gros, ce que disait Viollet-le-Duc, c'était finalement l'outil n'est rien, la main est simplement le prolongement du cerveau, mais ce qui est important, c'est vraiment ce que vous avez dans votre cerveau, c'est-à-dire votre créativité, votre intelligence, etc. Donc l'outil finalement, même s'il a une importance, elle n'est que secondaire par rapport au savoir et à l'expérience qu'on a accumulé. Donc prenons le BIM et les technologies numériques comme simplement une prolongation de notre cerveau, de notre créativité, etc. Je pense, Manuel, ça c'est les très bons points, les très bonnes analogies que tu as marquées. Mais moi, j'ai essayé de regarder des environnements d'éducation, comment ça se passe aujourd'hui. Je vois aujourd'hui les gens qui regardent et je suis complètement d'accord sur le parti des connaissances de basiques pour de base, vraiment des bases correctes pour le faire correctement. Mais moi, je vois dans les parties transformation numérique, les gens qui regardent les vidéos YouTube pendant les 15 minutes, qui dit, OK, maintenant, je sais faire ça. OK, et cherche ça aussi, c'est-à-dire les premières étapes quand tu fais, et je comprends bien de toutes ces nécessités pour avoir des outils, etc., etc. Moi, je vois plus en plus quand je travaille avec nos clients, que les premiers réflexes, c'est des, OK, je vais faire des Google, je vais chercher des problèmes, il va me répondre avec les vidéos qui arrivent, je vais regarder les vidéos et je pense, je vais devenir expert. Et pour moi, je pense, on a quand même dissociation assez importante entre les bases qui tu as indiquées, qui sont vraiment qui vont nous aider à transformer, avec les rapidités et nécessités de faire des décisions super vite sur les trucs qui on maîtrise pas. Et comment on gère, comment on va mélanger, comment on va associer ces deux mondes des rapidités et les bases fonctionnelles? Alors, je pense que ça dépend de la population qui va regarder finalement ce type de vidéo, qui va accéder au savoir ou à l'expérience ou aux bonnes pratiques en ligne
clairement, je pense que ça va être plus des BIM modelers ou des BIM managers, etc., ou des jeunes qui sont intéressés par les jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui sont intéressés par les nouvelles technologies, l'apprentissage de la 3D. Mais on sait pertinemment que finalement, la transformation numérique, elle passe par une volonté de la direction, une volonté managériale qui comprend le fameux retour sur investissement dont tu parlais au tout début, qu'elle va tirer finalement de la transition digitale de son entreprise, de sa société, quelle que soit sa société. Donc, sans finalement cette décision en haut de la pyramide, on aura beau avoir des jeunes ou des moins jeunes, etc., qui seront toujours à l'affût des bonnes pratiques, d'aller apprendre sur tel site ou d'aller s'acheter un livre. Bon, ça se fait un petit peu moins, mais d'aller chercher les dernières techniques de modélisation ou de coordination de maquettes, etc., BIM, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment une volonté, une stratégie d'entreprise et il faut se faire accompagner par des gens comme vous, par des experts comme vous, pour faire cette transition. Donc, comment est-ce qu'on gère finalement comme tu le demandais, comment on gère cette dichotomie ou ce décalage entre j'accède à l'information, aux bonnes pratiques, au savoir très rapidement sur Internet, beaucoup de fois gratuitement, et comment je l'intègre au sein de mon entreprise sans que ça parte dans tous les sens, etc. Et ben, je structure cette transformation digitale et ça passe par une réflexion de fond. Parce qu'on aura beau avoir encore une fois les meilleurs experts. Moi, je l'ai vu justement dans les 6 ans de transformation numérique que j'ai eu la chance de suivre il y a quelques années. On a beau avoir les meilleurs experts au sein d'une équipe ou d'une société, tant que la tête de l'entreprise n'a pas compris qu'elle va tirer des avantages, être plus performante par rapport à ses concurrents, etc., ça ne marche pas. Donc, il faut arriver à mettre le curseur au bon endroit et à gérer ses équipes comme un chef d'orchestre pour dire non, attendez, cette transformation, on va la faire, mais on va se faire accompagner, on va mettre les moyens, les ressources. On sait qu'on aura un temps de latence et peu importe qu'on ait le meilleur, etc., il faut que tout ça se soit fait dans une cohérence. Oui. Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, je pense, je vois les résistances assez importantes. Hein. Moi, j'étais dirigeant aussi dans les grandes sociétés aussi. Je vois mon approche, c'est de toujours apprendre. Mais il y a des résistances de différents comités de direction, des comités exécutifs pour les apprendre, parce que ça nécessite quand même. C'est les types de transformation numérique. Tu ont besoin des qualités qui sont complètement différentes après de notre éducation de base, etc., qui on a fait il y a 20 ans, 25 ans. Et nous devons apprendre à nouveau quelque chose qui est pas exactement qu'on s'était défini il y a 20 ans. Et je vois les résistances des comités de direction pour apprendre, parce que nous, on est posé, on sait, on est arrivé dans ce niveau-là parce qu'on sait faire. Et malheureusement, ils ont besoin un petit peu plus des capacités d'apprendre à nouveau. Oui. Alors, il y a aussi une gestion de la transformation par l'exemple, c'est-à-dire que tu le dis très bien, c'est-à-dire que même dans entre guillemets, les équipes dirigeantes, il y a des gens, moi je donnerai pas de nom, mais j'ai vu des entreprises où même au niveau des strates C-level, etc., il n'y avait pas forcément cette prise de conscience de l'importance de cette transformation-là, ou cette incompréhension. Et à partir du moment où tu montres que finalement, mon concurrent X, Y ou Z, lui, a fait cette transformation qui lui permet de décrocher des contrats que nous, en tant qu'entreprise, on ne peut pas décrocher parce qu'on n'a pas fait cette transformation-là, on n'est pas BIM ready, ou on n'a pas ce niveau d'accès à l'innovation, etc., que peuvent avoir nos concurrents. Du coup, on est moins concurrentiel sur le marché. Là, ils le comprennent. Ou si on leur présente par l'exemple, notre concurrent a réussi à diminuer de 20% les temps de production d'un bâtiment, de faire des bâtiments qui sont 20% plus efficaces énergétiquement, etc. Là, ce sont des choses qui parlent. Ou alors, je prendrais même un autre exemple. Si vous regardez des sociétés comme Eiffage, on voit que la personne qui est en charge du développement durable chez eux, finalement, une partie
de son intéressement et s'appuie sur le niveau de transformation et d'atteinte d'une efficacité énergétique d'un niveau donné. Donc, il y a aussi des manières de motiver, je pense, les instances dirigeantes d'une entreprise pour les aider justement à pousser cette transformation-là. Oui, on est d'accord. On peut revenir sur le flux des plans de présentation. Je pense, Enrique, excusez-moi pour poser des questions difficiles, mais pour moi, parce que moi, j'ai toujours ce dilemme comment il faut changer d'équipe direction, comment changer d'équipe dirigeant pour l'accéder, pour aller plus vite sur le parcours des transformations. Excusez-moi. Pas grave, mais ça c'est un peu aussi relié comme cette transformation qu'on fait depuis la Renaissance jusqu'à la 3D et BIM. Emmanuel a dit, on ne peut pas comme sauter tous ces pas. Non? Si tu ne peux pas être dessinateur BIM, faire de la 3D sans savoir prendre un crayon à la main et faire un croquis. Et c'est l'extension de votre cerveau, j'aimais bien cette phrase-là, l'extension de votre cerveau, ça vient au crayon et à la main, mais ça vient aussi au clavier et dans le si on utilise Revit ou n'importe quel software BIM, ça c'est l'extension de notre cerveau. Donc, le processus de mettre ce qu'on imagine, ce qu'on a dans la tête sur un papier ou sur un écran, ça vient tout de suite du croquis de dessin à la main, de la perspective qu'il vient de dire. Donc, ça, c'est important de connaître ça, c'est important d'avoir fait des exercices de représentation avec crayon à la main, tout ça, parce que sinon, la 3D, ça va bien venir si vite. Parce que moi, par exemple, j'ai de l'expérience dans le dessin de la 3D, donc si je le mets sur un papier blanc ou je mets dans un ordinateur sur Revit, j'ai une idée de comment structurer les passes, comment mettre ici les boîtes, comment faire les sphères, comment faire tout ça, mais il faut avoir un processus que j'ai eu pendant longtemps depuis que j'ai pris le crayon pour la première fois jusqu'à que je prends le clavier pour faire tout ça. Et c'est important, c'est vraiment important. C'est important et c'est primordial. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ont eu la chance, moi j'ai eu la chance de voir notamment je crois que c'était il y a 19 ans, une expo qui est exceptionnelle de tous les dessins, les croquis, les ouvrages de Léonard de Vinci. Et cette année, je suis allé au Clos Lucé là, en France, où il y a le lieu c'est le lieu où il avait vécu, Léonard de Vinci. J'ai revu ses croquis, etc. Et on voit qu'il y avait vraiment, c'était vraiment un moyen pour lui de faire de la recherche poussée, de l'innovation, vraiment. Dès qu'il disséquait quelque chose, un animal, ou qu'il essayait de comprendre le fonctionnement de la nature des oiseaux, etc., tout était croqué tout de suite, dessin, etc. Ces idées étaient croquées tout de suite. Et alors, excusez-moi. Non, mais c'est très bien. Ça, c'est exactement les modes BIM modernes. On a des exemples de construction à côté de toi. Hein. Ça, exactement, voilà. Et donc, normalement, c'est 3 trous, donc après les 3 trous, ça devrait aller. Et sinon, il y a un exemple beaucoup plus récent, c'est le Viguier, donc architecte français très connu, disait, je crois que c'est... Ça va être 3e. Après ça... T'inquiète pas, c'est le 4e coup. Maintenant, il faut faire attention. Hein, parce que... Donc, Viguier, grand architecte français, disait que récemment, hein, c'est très, très récent, alors c'est une agence qui est complètement bimisée, que 80% de l'ADN d'un projet est contenu dans les premiers croquis de ce projet. Et je trouve que c'est très beau. Et c'est beau que quelqu'un comme lui le dise. Je sais que j'ai eu... vous prenez effectivement ici sur cet exemple, on voit bien que le numérique n'abolira jamais l'esquisse de l'architecte parce que c'est la poésie de son dessin et de sa pensée. Vous voyez à gauche ce croquis de Renzo Piano, The Napkin Sketch, donc très très beau. Et puis vous voyez à droite ces robots qui sont en train de construire un pont comme le pont qu'on peut voir actuellement aux Pays-Bas, Amsterdam et MX, le pont MX, etc. Donc ici, MX 3D.
Vous voyez qu'il y a vraiment une logique entre finalement les premiers croquis de l'architecte jusqu'à même l'architecture computationnelle ou la conception générative, etc. C'est parfois ce qui peut aussi, à titre personnel, me choquer quand je vois des exemples d'utilisation de la conception générative ou autrement appelé generative design, etc. On voit ce manque de poésie. Et ce manque de poésie, il est évident quand on passe tout de suite sur un outil numérique. Alors que là, on voit très bien que à partir d'un croquis, que ce soit de Renzo Piano ou qui que ce soit, Viguier, etc., on voit qu'il y a une vraie poésie dans le passage du numérique à, par exemple, la tour The Shard qu'on peut voir à Londres. On voit qu'on a gardé toute cette poésie et toute cette âme. Ou alors, on pourrait parler de The Link, la tour de PCA Stream, très très belle, dessinée par Philippe Chambaretta. On voit que entre les croquis et les pensées initiales que l'architecte a croquées, ben on voit que finalement, cette poésie, elle est gardée, elle est importante. Elle est importante parce que elle permet à l'architecte de rester dans son temps. Et pour faire un petit retour en arrière, j'ose imaginer que si Léonard de Vinci avait eu accès à toutes ces technos, il aurait en tout cas travaillé avec certains de ses élèves pour qu'ils puissent modéliser certaines de ces machines fantastiques, etc., et vérifier, anticiper, simuler qu'elles soient efficaces, qu'elles puissent voler, qu'elles soient optimales, etc. J'en suis sûr et certain. D'où l'importance de garder finalement un savant équilibre entre toutes ces pratiques traditionnelles et nouvelles générations. Wow. C'était beau, hein? D'ailleurs, juste dernière phrase, parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Mon maître, entre guillemets, puisqu'en France, on parle de maître en école d'architecture, c'était Paul Mémon, qui était un académicien dans la section architecture et qui était un utopiste des années 60, qui avait notamment imaginé des villes sur l'eau au Japon. Il avait imaginé la ville souterraine à Paris pour régler notamment les problèmes de pollution, les problèmes de circulation, les problèmes de densité urbaine, etc. Il avait été le premier à Paris, puisque UP7, l'école que j'ai eu la chance de faire, qui était à l'origine au Grand Palais et qui ensuite se trouvait à Tolbiac, il a été le premier à instituer et à créer un labo, ce qu'on appelait un laboratoire numérique à l'école, où on utilisait des technos 3D. Et moi, mon premier choc, si vous voulez, technologique, ça a été quand je suis rentré dans le labo informatique. J'avais jamais vu d'ordinateur de ma vie, et c'est de voir des petits Mac SE, Mac Plus, sur lesquels vous aviez des outils 3D où on voyait des bâtiments 3D. Je me suis dit, moi qui aimais déjà la représentation, le croquis, la perspective montée, je me dis, mais c'est exceptionnel qu'on puisse faire ça. Et Paul Mémon m'avait dit, en deuxième ou troisième année, il m'avait dit, vous savez, dit Giacomo, je suis convaincu, et lui c'était un fervent défenseur de l'environnement, je suis convaincu que d'ici quelques années, il y aura des logiciels qui permettront de créer, concevoir des bâtiments qui s'orientent automatiquement en fonction de la position du soleil, etc. Et ça, c'est le numérique qui le permettra. Et ça nous permettra d'être plus efficaces en tant qu'architecte. Et il était visionnaire, c'était un visionnaire, mais bon, et finalement, il avait tout à fait raison. Et vous voyez, si on en revient à ce que tu disais, Piotr, sur la résistance, et Enrique, au changement, on voit que parfois, cette résistance au changement ou cette vision de l'innovation, elle peut être portée aussi par des personnes de générations plus anciennes, mais qui sont des visionnaires. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a Enrique, toi qui es espagnol, je pense qu'il y a quand tu vois ce que peut faire Calatrava ou quand on voit ce qu'a fait Gaudi, un Gaudi, s'il avait les technos de descente de charge, etc., il aurait fait des choses extraordinaires, au même titre qu'un Prouvé ou qu'un Pierluigi Nervi, et il l'aurait fait avec autant de poésie. Alors que à notre époque, on voit qu'il y a des résistances qui ne sont pas parfois fondées, justement. Peut-être pas. Hein. C'est bien cet exemple-là parce que. Pardon. Vas-y, Eric. Je disais que c'est un bon exemple de ça. Imaginez comme les artistes comme Gaudi ou Calatrava ou des autres architectes qui font un peu de la poésie comme
le lycée avec avec de l'architecture. Si l'on a eu la chance d'utiliser des outils numériques comme on fait aujourd'hui, et quelque chose qu'on peut faire pour faire avec des BIM de conception sensible, ce que Manuel vient de présenter maintenant. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça peut faire et mettre le visuel jusqu'au bout. Exactement. Alors après, le BIM, ce que j'essaye aussi souvent d'expliquer, c'est que ce n'est pas une fin, c'est un moyen, et c'est un moyen hyper puissant. Alors, ce qu'on voit à l'écran et ce que tu disais, Enrique, sur la conception, moi, que j'appelle sensible, c'est toujours très difficile d'arriver à faire comprendre aux concepteurs, quels qu'ils soient, hein, alors surtout les architectes, parce qu'ils sont très attachés à une conception sensible, etc., pas de limite, etc. C'est toujours très difficile de faire comprendre qu'on peut y arriver, etc. Et c'est l'une des raisons pour laquelle moi j'avais voulu travailler sur cette ville utopique. Alors déjà parce que je suis une lignée, donc Paul Mémon qui était utopiste, et moi à l'âge de 15 ans j'étais passionné par le futurisme, ce mouvement en Italie au début du siècle, qui imaginait des villes futuristes, etc. Et je me suis toujours dit, c'est frustrant que les gens imaginent qu'on ne peut pas faire des choses puissantes, belles, etc. avec les technos, et notamment avec Revit à l'époque. Je me souviens, il y a 20 ans, quand j'ai lancé Revit chez Autodesk en France, hein, je précise pas dans le monde, mais j'allais souvent à Autodesk University, donc ça c'était dans les années 2003-2004, et Revit était l'un des seuls logiciels qui avait des fonctionnalités de ce qu'on appelle du conceptual design en langage anglo-saxon. Et moi, je modélisais des choses complètement folles, etc. Et des gens venaient me voir, des Américains qui sont très à la pointe sur l'utilisation des modeleurs 3D, etc., me disaient, mais tu fais ça avec quoi? Avec 3ds Max, etc. Et je disais, non, je fais ça avec Revit. Revit permet de faire ce genre. Ils étaient très étonnés. Ils disaient, oh, non, c'est pas possible, etc. Et alors, j'ai toujours voulu montrer cela. Et il y a à peu près je dirais, il y a 13-14 ans, j'ai eu envie de donner une véritable consistance à ça en créant une ville utopique. Alors, j'ai commencé par une ville utopique basée sur le plan de la ville de Rome. Donc, alors là, c'est l'un des bâtiments que vous pouvez voir dans cette ville. Je pense qu'il y a d'autres images après. Et toujours pareil, vous avez vu le processus. Il y a le croquis que vous voyez à gauche et ensuite la progression. Et là, vous avez une partie de cette ville utopique qui est constituée de bâtiments tous différents les uns des autres, très recherchés en termes de forme, etc. Et l'idée, c'était de montrer pour chacun de ces bâtiments qui constituaient la cohérence de toute la ville, qu'on pouvait, avec des outils et avec les outils qui sont à l'intérieur de Revit, qu'on pouvait concevoir des choses vraiment complexes, que traditionnellement on imagine plutôt faire avec un modeleur 3D du type 3ds Max ou Rhino, etc., parmi les meilleurs. Et là, vous voyez que typiquement, on est capable d'imaginer des environnements complètement fous, complètement complexes, avec des bâtiments qui ont des peaux très lisses, etc., très recherchés, avec des ouvertures qui n'ont rien à voir avec les ouvertures qu'on va trouver dans les objets de bibliothèque, etc. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'on pouvait aller très loin et faire de la conception sensible et poétique, même au niveau de la représentation, parce que la représentation que vous voyez à l'écran, ce sont beaucoup d'images qui sont calculées soit dans Revit, soit dans A360 Rendering, etc., sur lesquelles je fais un post-traitement derrière dans Photoshop. Alors ici, vous voyez, donc, je m'inspire aussi beaucoup de ce que je peux voir dans la nature ou dans les bâtiments existants, etc., qui me marquent ou qui me touchent, par exemple, dans les villes que j'ai eu la chance de découvrir dans le monde, et montrer qu'on peut arriver à créer déjà ces bâtiments-là, même si ce sont des formes plutôt sculpturales, etc., et qu'on peut arriver à les représenter pour toucher
les gens qu'on adresse derrière. Donc, et en fait, cette ville a eu beaucoup de succès, hein. Elle est montée jusqu'à 90 000 likes sur Facebook et je produisais un bâtiment quasiment par jour, souvent. Et les gens attendaient souvent ces bâtiments-là. Donc là, ce que vous voyez à l'écran sont des zeppelins au-dessus de la ville avec un marché couvert juste en dessous et des formes complètement molles comme ça, complètement réalisé, conçu, modélisé dans Revit et rendu dans le cloud, etc. Et C'est pour incroyable, montrer c'est encore, incroyable. et pour montrer encore une fois que, alors c'est clair qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, comme des congés sur des arêtes, etc. Mais les congés sur les arêtes, c'est peut-être 0,5% de la production architecturale dans le monde. Et souvent, pour dialoguer avec les agences qui justement voulaient passer sur Revit, comme par exemple, je me suis occupé de Zahadi d'Architecte ou de Piero Lissoni en Italie ou d'autres agences ou entreprises en Espagne, souvent ils étaient très étonnés de ce qu'on arrivait à faire. Donc l'objectif était vraiment atteint grâce à cette ville utopique. Donc il y en a eu deux versions. Il y a eu la version basée sur le plan de la ville de Rome, c'est celle que vous voyez à l'écran. Et il y a eu une version, la dernière, c'était sur le plan de la ville de Milan. Et alors, c'est pas un essai architectural, hein, c'est un ensemble d'utopies qui recrée une ville basée sur un plan historique, etc. Mais le résultat, quand même, était là. Et je pense que ça a aidé en toute modestie, hein, ça a aidé beaucoup de gens à franchir ce cap. Beaucoup de gens, d'ailleurs, quand ils voyaient les images, ils me disaient, c'est pas possible, vous faites pas ça avec Revit, nous n'y croyons pas, c'est pas possible, etc. Ça me permettait de leur montrer après par l'exemple, mais si vous pouvez faire tel type de choses, etc. Ce que je dis toujours, c'est assez rigolo parce que ça revient à cette histoire de Rome, c'est tous les chemins mènent à Rome. Et finalement, pour arriver à obtenir un objectif, eh bien, on peut y arriver par différentes routes. Mais par contre, ce qui est important, c'est de comprendre, pour tout type d'outil d'ailleurs, hein, quelles sont ses limites, quelle est sa puissance, quels sont les avantages et les inconvénients que je vais avoir à utiliser tel ou tel type d'approche. Là, vous voyez, l'idée, c'est aussi de se dire sur cette image-là, ben, la ville, on peut l'imaginer comme la ville de demain, avec des engins volants dans lesquels les gens vivent, etc. Et c'était l'idée aussi de ces objets, au-delà de leur beauté purement formelle, etc., esthétique, c'était de se dire quel type d'outil je vais pouvoir utiliser pour représenter cette chose que j'ai à l'esprit et que je veux exprimer, cette utopie. Et là, c'est un exemple aussi de ce qu'on peut arriver à faire justement avec des outils comme Revit. Ça, je pense que vous le montrez à n'importe qui, personne n'imaginerait que c'est fait avec Revit. Comme moi, comme moi. Je pense, Emmanuel, ouais, je suis d'accord avec toi quand il y a des parties importantes sur l'outillage, mais je vois aussi dans mon expérience, quand moi je suis de base d'ingénieur informatique avec les plusieurs niveaux des connaissances des mondes IT. Il y a certainement, quand j'ai observé avec avec les gens avec qui je travaillais, quand les outils qui bloquent. C'est-à-dire, moi, quand je travaillais dans le parti des recherches, dans le parti des développements, j'ai d'esprit ouvert pour le chercher des solutions. Si s'il n'y a pas dans l'outil A, on va essayer de réfléchir comment on peut faire A plus quelque chose en plus. Tu as déjà remarqué, tu n'utilises pas uniquement une seule outil pour les créer des images parce que tu peux faire les renderings, après tu fais des post-processing, etc. Dans ce cas-là, oui, je suis d'accord, mais au moment qu'on va former les gens, il y a des tendances aussi quand j'observe, quand les gens s'enferment dans les outils. C'est-à-dire, ils vont faire exactement ce que les outils permettent et après, ils se sont dit, c'est pas possible. Et c'est pas nécessairement pas possible parce qu'on n'arrive pas à imaginer plus, mais c'est pas possible parce que c'est les parties de transformation on nous bloque sur certains niveaux. Ça suffit à regarder, et je pense que ça, c'est notre multidisciplinarité et de notre intérêt du monde qui nous ouvre. Mais je vois sur le parti éducation aussi, sur le parti des créations, les gens sont bien limités par les capacités des outils. Est-ce que tu as le même sentiment ou c'est uniquement moi que je vois cette monde de toute façon?
Alors, je suis d'accord avec toi. Alors, juste un aparté, pour moi, je considère que c'est un peu le système. En fait, il faut avoir un peu l'état d'esprit système D à l'africaine. C'est, c'est-à-dire que tu regardes en Polonais, Afrique, hein, mais ça va. Hein, c'est système D à la polonais. voilà polonaise, ouais. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'outil ou la pièce à disposition, pourquoi est-ce que tu ne ferais rien? Peut-être qu'il y a des choses que tu peux détourner qui sont aussi puissantes et que tu vas pouvoir utiliser pour atteindre tes objectifs, etc. Je suis d'accord avec toi que dans beaucoup de cas, les gens n'y arrivent pas et se disent oui, oui, je suis limité, etc. Mais par rapport à l'école notamment, je pense que c'est lié au fait que euh, déjà, on leur apprend pas forcément tous les outils qui pourraient leur être utiles dans leur quotidien, dans leur futur métier, etc. Tous les jeunes générations. Moi, je suis par exemple parfois choqué d'entendre ce qu'on peut apprendre comme outil aux élèves dans les écoles d'architecture. Alors, il y a des profs qui te disent, ou alors non, je dirais que c'est même plus grave que ça. Il y a des directeurs d'école, des directrices qui ne sont, moi j'ai eu ce genre d'échange d'ailleurs avec certains directeurs ou directrices, qui ne sont pas des sachants et qui disent ah oui, oui, mais nous, nos élèves, hein, nous, on leur apprend à faire de la 3D, hein, donc leur fait utiliser tel logiciel, on leur apprend à faire du BIP. Et ils citent des noms de logiciels qui sont pas du tout des logiciels courants qu'on utilise dans le BIP. Alors, premièrement, il y a ça. Et après, il y a le niveau de connaissance et de compétence de certains enseignants qui prétendent apprendre à leurs élèves justement à se servir d'un outil 3D. Si tu ne maîtrises pas un outil à fond, si tu n'en connais pas les limites, et j'en reviens à cette notion de modélisation, etc., dans Revit, par exemple, si tu fais de la modélisation basique avec les outils qui sont livrés, clairement, ta créativité sera extrêmement limitée. Par contre, Exactement. si tu as eu le temps d'approfondir, de creuser, de tester, de faire, etc., et toi, en tant que créateur, pas en tant que technicien, entre guillemets, technicien du logiciel, etc. Si tu n'as pas creusé, comment peux-tu transmettre derrière ou comment peux-tu arriver à des objectifs qui sont des objectifs ambitieux, etc. C'est pas donc, je pense que ce décalage dont tu parles d'une certaine façon, il est lié peut-être au manque d'approfondissement de certains enseignants, etc., qui ne savent pas en fait les outils qu'ils ont à leurs mains, dans leurs mains, les possibilités de réglage ou comment est-ce qu'on va être capable de pousser à fond finalement ces technologies pour en tirer leur quintessence. Je pense qu'ils sont pour certains pas au niveau. On peut faire une forme de comparaison sur les sports extrêmes. Si tu prends les sports extrêmes mais technologiques, moi j'aime bien comparer souvent à la Formule 1. Euh, eh ben, il y a une différence entre un pilote qui va être un très bon pilote, mais qui ne connaîtra rien en aérodynamique ou en mécanique ou en électronique, etc. Il ne sera pas capable d'avoir, et même au niveau stratégique, la réflexion et il ne sera pas capable de faire le retour aux équipes de conception pour faire évoluer cette machine et lui atteindre ses objectifs. Alors qu'il y a des pilotes qui ont justement ce niveau d'intéressement à tout ce que technologiquement on peut faire avec tous les outils qui sont à disposition et qui, eux, vont exceller et qui, en plus, au niveau stratégique et au niveau prise de décision, vont être excellents. Et je trouve que dans les nouvelles technologies de manière générale, ça fait toute la différence entre, par exemple, un directeur de l'innovation ou un BIM manager qui est excellent parce que il s'intéresse à plein de choses, il est capable d'aller au fond des choses, mais en même temps de garder une vue d'ensemble. Et la personne qui est purement un technicien qui utilise uniquement ce qui est la face visible de l'iceberg, mais qui finalement ne pourra pas aller plus loin et du coup ne pourra pas accompagner son entreprise dans cette transformation et son éclosion en tant que, comment dire, qu'entreprise d'excellence dans ce domaine. J'aime bien les comparaisons et j'aime bien l'exemple de Formule 1 parce que ça, c'est, je pense, très, très, très intéressant d'avoir.
mais en regardant les détails dans lesquels tu exprimais cet exemple, pour moi, les plus importants, c'est les communications entre les équipes. Et je pense dans le parti BIM, parce que c'est que tu as dit, les parties, les conducteurs de ces engins de Formule 1, il arrive les communiquer avec les mêmes langages avec l'équipe des techniques et faire les retours sur les parties d'expérience, sur les parties de type de conduite, de toutes les parties de paramètres qu'il arrive à l'exprimer dans le même langage. Et je pense c'est qu'on fait des pareils avec les BIM, avec toutes les parties architecture, c'est de temps en temps, c'est exactement le même problème. C'est l'équipe des dirigeants qui te parle comme moi, et retour sur investissement. Et tu vois les personnes des BIM modélaires qui disent moi, je voudrais faire 3 lignes. Hein. Et il n'y a pas cette notion de ils ne se comprennent pas. Moi, je voudrais avoir d'argent. Et il dit ouais, mais je t'ai fait les 3 lignes. C'est que tu m'as demandé les 3 lignes sans les 3 lignes. Hein. Où est le problème? Je pense que c'est super intéressant tes comparaisons avec les Formule 1. J'adore. Bravo. Et tu vois, en sens inverse, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'un chef de projet, et moi j'ai vu, après je parlerai de la différence que j'ai vue d'un point de vue culturel, mais un chef de projet qui ne connaît pas l'outil de production qui est utilisé, il est dans la même impasse. C'est-à-dire qu'il va demander quelque chose au BIM modeler, parce que dans les faits, il ne va pas forcément lui modéliser, il va lui dire, ben voilà, j'aimerais avoir un bras structurel qui parte effilé comme ça, etc., avec des congés à cet endroit-là, etc. S'il ne maîtrise pas, s'il ne sait pas ce que les outils sont capables de faire, le BIM modeler, il est tout à fait libre de lui dire « Ah mais non, mais techniquement parlant, c'est pas possible, donc du coup, on est obligé de faire une forme comme ça, etc. » Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai constaté pendant 6 ans, je me suis occupé de la France, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal. Par exemple, je vais prendre 2 exemples extrêmes. En France, les chefs de projet, souvent, ne modélisent pas sur les outils. En Italie, les chefs de projet, pour la plupart, modélisent. Ils n'ont pas des architectes, une équipe d'architectes qui modélisent pour eux. Donc, ils sont autonomes et ils prennent leurs responsabilités en Italie. Et du coup, ils sont obligés de connaître de manière un peu pointue les outils ou de savoir en tout cas dans quelle direction on peut aller. Et ça, c'est hyper important. En Espagne, on est assez proche parce qu'il y a une culture 3D aussi en Espagne et en Italie qu'on n'a pas en France. Et je pense qu'en France, c'est lié à cette tradition des beaux-arts, etc., où on avait beaucoup de représentations des panels bidimensionnels, avec des façades, des coupes, etc., mais on n'avait pas cette culture de la 3D. Et preuve en est, ce sont bien les Italiens qui ont inventé la Renaissance, la Renaissance italienne a été porteuse de cette révolution que constitue la perspective montée. Les Espagnols sont aussi un peu comme les Italiens, où la 3D est très importante. Et d'ailleurs, on voit qu'en Espagne, il y a notamment il y a eu des créations d'outils de rendu 3D incroyables comme Arnold, etc. Et moi, j'ai vu beaucoup d'artistes espagnols très très bons dans ce domaine-là, même si les Français sont bons sur la partie médias et divertissement. Mais on voit tout à fait que culturellement, ça a un impact sur la manière dont on utilise les outils. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Et d'ailleurs, je conclurai là-dessus sur cette partie qui finalement touche de manière très proche l'éducation. En Italie, l'obligation du BIM au niveau national a été voulue, poussée, portée pendant des années par ce qu'on appelle les polytechnicaux, donc toutes les universités qui forment les architectes, les ingénieurs, etc., parce qu'ils ont compris, au travers de différentes recherches et d'interactions avec les milieux universitaires et professionnels internationaux, que c'était indispensable, que ça allait apporter quelque chose à l'industrie du bâtiment, etc. Alors que, par exemple, en France, on voit qu'il y a un retard évident et chronique au niveau de l'éducation dans les écoles d'architecture, parce que déjà, on a une structuration qui fait que chaque école, il y a une vingtaine d'écoles en France, chacune a son indépendance au niveau pédagogique. Du coup, ça vient pas du haut, c'est pas pyramidal. Et en tout cas, le changement, si vous voulez, méthodologique et éventuellement réglementaire, qui en Italie a été poussé par les milieux universitaires, en France, c'est pas du tout le cas. Ce sont les milieux politiques
et bien plus fort encore, les fédérations professionnelles. Et on voit que ça ne va pas à la même vitesse que dans d'autres pays. Maintenant, les marteaux. Hein. Ok, bon, avant, c'est des trous. Maintenant, je pense, on essaie d'utiliser quelque chose d'autre. Je pense, Emmanuel, des parties, quand je comprends, mais on a une des participants qui ont essayé de nous convaincre avant qu'on toute cette partie réglementation, ça ne doit pas arriver dans le sens de structures gouvernementales, dans les structures organisationnelles, plutôt dans les structures locales, c'est-à-dire dans les mairies, dans l'environnement ça, c'est les points des plus importants pour l'avoir de développement BIM dans le monde entier. C'est dans la qualité, on va demander des gens pour les mettre les projets dans les structures BIM, etc. C'est une idée. Hein. C'était une idée qu'on démarre dans les niveaux plus bas possibles et on dit toutes les constructions, tous les permis de construction, tous les chantiers qu'on va faire, on va exiger avoir les caractéristiques BIM A, B, C, D dans les standards nécessaires. Bon, les standards, c'était les grandes questions aussi, mais bon, c'était les pyramides inversées. C'était le démarrage des BIM de bas de pyramide de toutes les constructions. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Parce que je pense, Léo, ça je comprends, ça fonctionne dans certains pays, mais est-ce qu'on peut démarrer d'un des autres côtés? Alors, je trouve que c'est une bonne idée, mais qui va nécessiter alors des moyens de formation des personnels qui instruisent les permis de construire. Alors, il y a actuellement des préparations de. Alors, il y a notamment le permis de construire et l'autorisation d'urbanisme en numérique actuellement. Mais bon, on voit que c'est pris un peu par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire qu'on demande uniquement des PDF ou des choses comme ça. Je pense que c'est une très bonne idée d'imaginer qu'effectivement, il faudrait que ce soit une obligation peut-être, que les permis de construire, les autorisations d'urbanisme soient traités de manière numérique, mais aller plus loin, dire il faut que ce soit déposé en BIM, entre guillemets, avec une maquette IFC, des PDF extraits des planches, des vues qui sont nécessaires, etc. Et c'est pas compliqué à faire parce que du coup, ça inciterait certainement les petits acteurs, parce que c'est là où le problème se situe, c'est là où le bas blesse. Voilà, ça les inciterait à se dire, ah ben mince, là, à partir du 1er janvier 2024 ou 2025, on devra déposer une maquette IFC avec les planches en PDF, etc. Ça les obligerait. D'ailleurs, on voit à titre d'exemple que le premier PTNB, plan de transition numérique dans le bâtiment, il y avait eu une erreur de communication du PTNB à l'époque qui avait dit, dans 2 ans, le BIM sera obligatoire. Et c'était une erreur. Du coup, il y avait eu un véritable boost. Nous, on l'avait vu en tant qu'éditeur, où tout le monde était passé, avait acheté des logiciels. Beaucoup de gens avaient acheté des logiciels, s'étaient formés. Et quand 2 ans après, le président de l'époque du PTNB, Bertrand Delcambre, avait dit « Ah mais non, mais c'est une erreur, vous ne nous avez pas compris. En fait, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. » Le soufflet est retombé. Et c'est dommage, parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il s'est passé que si vous regardez la courbe de l'innovation, la courbe du temps, vous voyez que toutes les grandes entreprises, les grandes ingénieries, les grandes entreprises de construction, elles sont en haut de cette courbe. Nous, les éditeurs, on est en haut. Parfois, les entreprises, certaines nous dépassent même parce qu'elles ont beaucoup de moyens, etc. Et le problème, c'est les TPE-PME qui sont tout en bas. Voilà. Donc, il faut les aider. Et au Royaume-Uni, pour en revenir à ce que tu disais, je finirai là-dessus, mais au Royaume-Uni, ils ont d'ailleurs des groupes de travail parce qu'ils sont très bien structurés pour les collectivités, pour les aider. Ils mettent à disposition des livres blancs, des guides de bonnes pratiques, etc. Des moyens aussi, parce que bon, au Royaume-Uni, c'est 72 millions de pounds pour la transition numérique, contre 5 millions d'euros en France, il ne faut pas l'oublier. Quand tu regardes aussi, moi, j'ai essayé de regarder au niveau des process, c'est-à-dire, moi, je vois exactement les permis de conduire, toutes les parties analyse. On peut faire ça aujourd'hui, automatiquement. C'est-à-dire, on peut avoir toutes les cahiers de charges qui est nécessaire à faire, et uniquement, normalement, on va déposer les dossiers dans les 3 secondes après. Bon, 3, j'exagère parce qu'il y a certains calculs qui peuvent prendre plus de temps, mais on va dire dans les 48 heures après, avec les puissances de tous les calculs des clouds dans le monde entier, entre les Google, Amazon et Microsoft, on va arriver à les dire, OK,
c'est bon à niveau des respect des charges de la ville, des respect des charges de localité, etc., et respect des consignes énergétiques A, B, C, D. Vous êtes vert, 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 orange ici, parce que ça, il nous manque les parties des conformités sur le parti résistance à chaleur, j'ai aucune idée, j'ai inventé. Et après, des parties rouges, parce qu'à niveau des émissions sur le parti XYZ, ça ne correspond pas à notre domaine. Et dans les 48 heures, tu as des réponses. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir cette réponse dans je sais pas, 2 mois, 3 mois, d'un moment quand tu déposes tous les papiers. Et bien sûr, on peut arriver après les discuter au moment où toutes les indications sont vertes, tu passes étape suivante, qui est étape des discussions plutôt plus des valeurs ajoutées qu'on le vérifie, est-ce que 1 égale 1. Il n'y a pas de photo. Ouais, et tu vois, je reviens sur cette, parce que ça m'évoque quelque chose, cette idée de permis de construire numérique. Il y avait eu comment dire, une expérimentation au niveau d'ADN construction autour du permis de construire numérique. Alors là, je crois que pour l'instant, c'est un stand-by, mais c'est extrêmement intéressant. Les résultats, il y a eu je crois que c'est huit expérimentations. Il y a eu 8 groupements qui ont été choisis, qui ont travaillé sur le sujet. Franchement, les résultats étaient super intéressants. Et dans les pays nordiques, il y a eu des expérimentations faites par 2 villes. Alors, c'est des noms de villes que je ne connais pas en Suède, hein, mais où finalement, ils ont utilisé certaines solutions. Donc, il y a eu SpaceMaker chez Autodesk, il y a eu des solutions de chez Trimble, il me semble, et puis d'autres solutions plus locales. Et les collectivités qui ont essayé ces solutions-là ont admis à la fin de ces expérimentations que ça permettait d'atteindre des objectifs qu'ils n'auraient jamais atteints s'ils avaient travaillé de manière, on va dire, classique, bidimensionnelle et voire analogique, etc. Donc, du coup, ça va les pousser d'une part à changer d'un point de vue méthodologique, à faire beaucoup plus de numérique et à discuter aussi, parce que ça désilote finalement les services les uns par rapport aux autres, et ça permet finalement aussi aux citoyens de mieux comprendre ce dont on parle. Donc c'est vraiment, il y a plein d'avantages à ça. Magnifique. Enrique, est-ce qu'on va d'abord essayer de conclure notre discussion? Est-ce que tu as déjà d'autres slides à montrer? Bon, il n'y a pas beaucoup plus. C'est juste la dernière partie de cet entretien. C'était pour parler de l'expérience d'Emmanuel avec les implémentations des processus du BIM, les barrières, les adaptations qu'il y a dans la compagnie, plutôt en France, il a parlé lui, et aussi en Europe en général, parce que son rôle de donner un avis plus mondial. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose de plus, moi, je voulais vous demander, Emmanuel, parce qu'on a parlé, ça fait une demi-heure déjà, mais on a parlé de comment les petits tables directeurs n'ont pas le rôle de modélisateur. Donc, il y a des fois qu'ils demandent de faire des trucs qui ne sont pas, vous ne savez pas si c'est nécessaire ou possible ou pas par les côtés techniciens. Donc, comment est-ce que vous pouvez jamais le slide d'avant, parce que comment est-ce que vous pouvez convaincre ou parler aux dirigeants de PGT de dire c'est important d'adopter le BIM. C'est un investissement, c'est gros, mais c'est important d'adopter parce qu'il y a vraiment des côtés techniques que tu ne peux pas le dépenser dans 10 minutes. Tu vois, c'est une conversation très longue. Donc, peut-être son avis plus centré dans le rythme de l'investissement. Donc, ça va être difficile de le convaincre dans 5 minutes. Mais comment est-ce que vous le faites? Je pense qu'il faut les convaincre avec des... Finalement, c'est la mentalité anglo-saxonne, on voit qu'elle est assez intéressante parce qu'on en revient toujours à ce que vous disiez au début, c'est cette notion de retour sur investissement. Je pense qu'il faut les convaincre avec des chiffres et des exemples. Sinon, ça ne marche pas. Avec des chiffres, des exemples et des contre-exemples. C'est-à-dire des contre-exemples qui correspondent, à la typologie de leur société. Des chiffres, alors c'est clair qu'avec des chiffres, on peut tout dire, faire tout dire à des chiffres et leur faire dire le contraire. Mais les chiffres, c'est toujours parlant. C'est-à-dire que quand on est capable de dire
Le Royaume-Uni a choisi de rendre le BIM obligatoire parce qu'ils ont fait des études et que ils savent que ça permet de réduire de 20% les consommations énergétiques des bâtiments. On sait qu'on ne pourra, atteindre les objectifs de rénovation énergétique qui sont fixés au niveau européen au travers du Green Deal par le biais de la massification, et que la massification de la rénovation énergétique ne peut passer que par l'utilisation du BIM et des approches numériques. Et ça, ce sont les experts qui le disent, ce ne sont pas les éditeurs, etc. On sait qu'on peut réduire le coût de la construction de 20%, on sait qu'on peut diminuer le risque d'erreur sur les chantiers, etc., de temps, etc. À titre d'exemple, on peut expliquer à un chef d'entreprise, votre concurrent dans votre domaine le plus direct, il a été capable de diversifier et d'enrichir les services à disposition de ses clients traditionnels ou de s'ouvrir, sur de nouveaux marchés grâce justement au passage entre autres au BIM, etc., au numérique. Dire que finalement, le BIM, c'est la fondation de la transition numérique, parce que vous voyez bien que si actuellement on parle beaucoup de jumeaux numériques, le jumeau numérique n'est envisageable qu'à partir du moment où on est capable de faire du BIM, d'accord ? Ou qu'en tout cas on est capable de le sous-traiter à des entreprises qui sont intimement liées à notre entreprise, etc. Donc, il faut arriver à convaincre avec des choses rationnelles, quantifiables, etc. Et il faut aussi expliquer, et ça c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué dans un pays comme la France, parce qu'en France, c'est ce que je disais au tout début, les gens, et notamment les architectes, je peux le dire parce que je suis architecte, donc c'est tout de suite, ils vont vous parler des coûts. Ah non, mais c'est trop cher sur les barrières, Enrique, tu posais les questions sur les barrières. Ah non, mais c'est quoi les barrières? Ah non, mais c'est trop cher, ça marche très bien comme ça, AutoCAD, moi ça marche bien, etc. J'ai pas le temps, on n'a pas le temps, etc. Ça, c'est les barrières qu'on revoit tout le temps. C'est aussi les résistances internes des gens qui sont là depuis très longtemps, qui n'ont pas envie de changer. C'est aussi les barrières, on en a parlé, Piotr, c'est les jeunes qui sont pas suffisamment bien formés. Et on le voit bien, moi je peux vous dire que, vous le savez certainement, les jeunes qui arrivent bien formés, ce sont les jeunes qui viennent par exemple d'Italie, d'Espagne, et on les voit ici travailler dans nos ingénieries, dans nos entreprises de construction, et très bien, c'est tous les jeunes en Afrique du Nord sont extrêmement bien formés, les jeunes architectes, ingénieurs tunisiens, marocains, algériens, ils ont un niveau de compétence très élevé que nous, on n'a malheureusement pas, ou alors faut faire comment on appelle, un master BIM qui va coûter de l'argent, mais c'est pas ouvert à tout le monde. Les seuls qui soient au niveau, c'est au niveau des filières bac STI et bac professionnel, où là, c'est intégré dans l'enseignement général et c'est intégré dans les sujets du bac, donc des bacs techniques, etc. C'est intégré, on doit apprendre le BIM. Alors, quel est le niveau d'acceptation du BIM dans les entreprises ? Je pense que depuis quelques temps maintenant, il y a une prise de conscience de l'importance du BIM et du numérique. Ça ne veut pas dire qu'ils y passent forcément tous, mais en tout cas, on sait, il y a cette prise de conscience. Parfois, ce qui est un peu frustrant, c'est que il y a des excuses qui ressortent à chaque fois. Oui, mais les logiciels n'interopèrent pas très bien entre eux, et les IFC, ça marche pas, ce qui est faux. Il y a de toute façon les problèmes d'interopérabilité. Moi, je suis un peu vieux dans le domaine. Les problèmes d'interopérabilité, ça date pas d'aujourd'hui. Il y en avait il y a 30 ans, quand on avait besoin d'ouvrir un fichier JPEG ou un DXF ou un DWG, etc. Ça existait déjà. C'est un work in progress qui évolue parce qu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont travailler en utilisant du format IFC, entre autres, mais pas que, du BCF. Vous voyez que, par exemple, l'interopérabilité entre Rhino et Revit ne fait que progresser. Et c'est en ayant de plus en plus de gens qui passent au BIM, justement, et qui sont confrontés à ces problématiques de transfert de données ou de géométrie, etc., qu'on arrivera à faire évoluer les choses. Donc, le niveau d'acceptation du BIM, je dirais qu'il est en progression dans les entreprises. Il faut toujours travailler dessus. Moi, ce que je dis toujours, c'est le travail d'évangélisation que je peux faire dans le cadre de mon métier, il est toujours important. Il
faut pas imaginer que c'est gagné, etc. Il faut continuer. Je vais vous donner un chiffre que j'ai vu il y a pas longtemps. Il y a une étude, je crois, McKinsey, si je me trompe pas, sur le taux d'adoption du BIM, par exemple, dans les agences d'architecture au niveau international. Vous allez être très étonné, je pense. Moi, j'étais très étonné. En gros, alors ça reste une étude et encore une fois, les chiffres, il faut toujours les prendre avec beaucoup de prudence, mais il y a uniquement 25% des agences d'architecture dans le monde qui travaillent en BIM. 25%. Ça veut dire qu'il y a encore 75%. Et je suis persuadé que si on regarde en France, ben, en France, on sera encore en dessous de cette moyenne-là. Il y a toujours des choses à faire parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent en 2D de manière classique, etc. Ensuite, sur la dernière question, est-ce que les sociétés adoptent le BIM en vrai ou font-elles juste semblant d'en faire? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y en a qui l'adoptent, effectivement. Il y en a, c'est par obligation, parce que le maître d'ouvrage leur dit, ah ben moi, je veux que mon projet soit fait en BIM, parce qu'à la fin, je veux un DOE numérique, je veux un fichier IFC, etc. Donc, il y en a qui le font un petit peu contraint. Alors, c'est pas gênant parce que finalement, à la fin, ça leur permet de se rendre compte que, ah bah tiens, le passage en BIM, on a été plus rapide, on a été capable d'extraire n'importe quel type d'information. Donc, je pense que ça les fait réfléchir. Et bon, il y en a qui font du BIM toujours solo, c'est-à-dire bah, elles vont s'en servir. Et tant mieux, c'est-à-dire qu'elles vont se servir de quelques avantages. J'extrais les quantités, j'automatise la documentation du projet, j'ai moins d'erreurs dans la documentation. Donc, c'est pas vraiment du BIM. C'est du BIM solo, c'est du BIM, je fais ma maquette d'architecte et puis je la partage avec le bureau d'études, etc. Mais c'est déjà un premier pas. Et je pense dans ce sens que ce qu'avait fait le ADN Construction avec le plan BIM 2022 et avec cette idée de mettre à disposition la plateforme Croquis, l'utilisation d'une plateforme collaborative, c'est le premier pas finalement vers le passage au BIM. C'est un premier pas dans la douceur, souple. C'était gratuit à l'époque, ça l'est plus maintenant. Tant pis, il y a des solutions qui existent sur le marché, mais c'était déjà bien de passer par là. Donc la transition vers le BIM, elle peut être, comment dire, douce. Et je pense aussi qu'il faut sortir de cette idée, si on pense à tous les acteurs du bâtiment, il faut sortir de cette idée que le BIM, c'est tout le monde doit faire de la 3D. C'est pas vrai. Quelqu'un qui est sur un chantier, il peut faire du BIM à sa façon, avec un fichier Excel ou alors en regardant sur un écran interactif les plans, c'est-à-dire en n'ayant plus des plans papier, en manipulant une maquette 3D. Et c'est déjà super, c'est déjà très bien. Donc en fait, il faut que le BIM soit à géométrie variable et qu'il soit adapté au profil de n'importe quel type d'entreprise. Il ne faut pas que ce soit perçu comme quelque chose de contraint, de compliqué, de cher, etc. Il faut, je pense, y aller progressivement. J'ai un collègue qui utilisait cette analogie que je trouvais assez mignonne. Le BIM, c'est un peu comme votre petit enfant quand vous le mettez pour la première fois sur sa trottinette, son petit Lego avec les petits trous derrière. Il commence avec ses petits trous, puis un jour on retire les petits trous, il commence à, etc. Le vélo il grandit. Et nous, ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir, c'est quand le petit enfant est devenu grand et qu'il est capable de rouler sur un gros vélo avec 25 vitesses, etc., voire assistance électrique, et qu'il est super heureux parce qu'il peut faire peut-être 500 km tout seul, il est autonome, etc. Et c'est ça qui est beau, c'est le BIM, c'est arriver à transformer notre industrie. Et je dirais à titre de conclusion, puisque moi, ça fait 30 ans que j'en suis convaincu de l'importance du numérique, comme je le disais au début, il faut absolument que les gens comprennent que c'est un passage obligé. On n'imaginerait pas prendre une voiture et sortir sa carte en papier pour aller d'un point A à un point B. On a tellement de possibilités maintenant que les technos embarqués dans les véhicules, avec les véhicules autonomes. Moi, je rêve demain de rentrer dans ma voiture, d'appuyer sur un bouton et de pouvoir lire un livre en même temps. Jamais j'aurais imaginé ça il y a quelques années. Et pour moi, le BIM, c'est une étape parmi tant d'autres sur la transformation de notre industrie. Emmanuel, je pense qu'on a touché des super bons coups. Merci beaucoup pour cette conclusion. C'est vraiment, je pense, les de notre discussion. Merci pour cet échange. Moi, j'ai trouvé pas toujours d'argent, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va chercher encore un petit peu là.
Mais je pense que j'ai certaines idées et qu'on a parlé, les parties plus importantes, c'est l'éducation, comme tu as bien indiqué. On a parlé aussi des modèles de communication entre les différents silos de l'organisation. On a parlé automatisation. Je pense les parties moi j'ai adoré qu'on a préparé cette discussion, cette ville Utopique. pas, pas atypique, mais la ville. Utopique. Oui, oui. On a créé, on a créé, c'est génial quand tu montres toutes les parties d'avancement des technologies qu'on peut avoir. Et je pense une seule conclusion, c'est il y a uniquement les limites, c'est notre imagination. Les technologies, elles restent toujours dans notre usage. Et il faut qu'on reste comme ça. Mais nous devons bien éduquer les gens, nous devons bien mettre toutes les évidences, comment ça fonctionne, et forcer les gens à utiliser. Merci beaucoup pour cette 1 heure d'échange. C'était Merci super beaucoup. intéressant. Et j'espère on va se retrouver bientôt en réel, hein, parce que maintenant, on va planifier en 2023 avec Enrique, on va planifier des réunions de toutes les autres participants de Bean Café dans un endroit précis. Je ne sais pas exactement en quel moment, à quel jour et dans quel endroit, mais on planifie de faire des grands événements aussi avec Enrique pour toutes les réunir tout le monde et échanger autour des cafés vers les différents types d'échanges mais je dois trouver d'argent d'abord, hein, ça c'est les premiers. Ça coûte de l'argent d'organiser tout ça, donc. Super, mais moi je tiens à vous remercier tous les deux pour votre invitation et dès le début avec Enrique, l'échange était très agréable et je suis très heureux d'avoir fait ta connaissance Enrique ainsi que la tienne Piotr. Ça a été passionnant de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. Vous faites un travail qui est très important, je pense, pour l'industrie de l'AEC. C'est au travers aussi de ce que vous faites que le secteur, je pense, va changer. Et je sais que de par vos activités aussi, vous accompagnez les entreprises dans la transformation numérique et le passage au BIM. Donc, c'est hyper important et je trouve que vous le faites de manière admirable. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, Enrique. Emmanuel. À bientôt en vie réelle, dans ce cas-là, dans notre réunion réelle. À très bientôt. Oui. Très bientôt. Au revoir.